Ben, décidément, au Moyen-Orient, les choses évoluent pratiquement d'heure en heure. On vous annonce des bombardements. Whoop! Petit répit. Est-ce qu'on prolonge le cessez-le-feu? Georges Mercier, analyste et doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris à l'Université de Montréal, est avec nous. Bonjour, Georges. Bonjour, Alexandre. Alors, quels sont les derniers développements? Est-ce qu'on sent un peu une accalmie? Et est-ce que Donald Trump aura réussi à faire entendre raison à Benjamin Netanyahou, là? Ben, d'abord, une bonne nouvelle. L'escalade à laquelle on pouvait craindre hier, c'est pas produite. Oh. Mais la question, c'est bonne nouvelle pour qui? Aha. Bonne nouvelle peut-être pour le président américain qui veut absolument parvenir à un accord parce qu'il ne semble pas, mais vraiment pas, vouloir relancer les hostilités avec l'Iran. Mais potentiellement, très mauvaise nouvelle pour Benjamin Netanyahou. Parce que rappelons quand même ce qui s'est produit en fin de semaine. Israël frappe le Hezbollah au Liban et l'Iran invoque cette frappe-là pour frapper directement Israël. Donc l'Iran attaque Israël, Israël est attaqué et le président américain dit à Benjamin Netanyahou, tu ne peux pas aller aussi loin que tu le souhaites dans ta réplique. Donc, essentiellement, ce qui s'est produit, si les choses ne changent pas, c'est qu'on vient de donner un droit de veto au régime iranien pour la politique militaire d'Israël par rapport à un autre pays. Parce que c'est pas l'Iran qu'Israël avait frappé initialement, c'était le Liban. Et ça suscite beaucoup de craintes en Israël, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est, on en parle un peu moins en raison de tout ce qui s'est produit à Gaza, mais les Israéliens sont un peuple qui se sentent assiégés. Ils vivent dans un univers, le Moyen-Orient, où les peuples des pays arabes n'ont à peu près jamais accepté la création de l'État d'Israël. Et donc, les Israéliens se sentent menacés et la sécurité, surtout depuis le massacre du Hamas du 7 octobre, est un enjeu absolument prioritaire. Et donc, la position de Benjamin Netanyahou dans son pays est de plus en plus difficile à l'approche d'élections bientôt. Et c'est vrai sur sa gauche comme sur sa droite, où l'ensemble des partis semble juger qu'il a abdiqué sa responsabilité de protéger les Israéliens face à Donald Trump. Signe qu'il ne digérera peut-être pas ça, c'est qu'aujourd'hui, on prépare des frappes sur le sud du Liban à nouveau. La question, c'est est-ce que l'Iran va laisser ces frappes-là se produire sans répliquer, ou au contraire, on pourrait relancer l'escalade? Parce qu'il y a eu, appel à l'évacuation pour les habitants dans le sud du Liban, là, d'une certaine ville. Et qu'en est-il de la suite des choses? Parce que là, on nous promet un accord depuis des semaines. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Oui, ça s'en vient, là, ça s'en vient, c'est imminent. Encore une fois, là, Trump mise sur les négociations. Il a dit, oui, la diplomatie américaine, on est dans les derniers efforts pour conclure un accord avec l'Iran. Ça pourrait survenir d'ici 2-3 jours. Est-ce qu'on peut encore le croire, Georges? Écoute, Alexandre, sais-tu ça fait combien de fois que Trump nous promet un accord sans qu'il ne survienne? J'ai arrêté de compter. 37 fois. Ah, ben voilà. Donc, si on est un peu sceptique sur cet accord-là, on comprend pourquoi. Ce qui est certain ici, c'est que les Américains doivent trouver une manière de trouver un accord avec l'Iran qui va satisfaire les Israéliens. Et le problème, c'est que la grande menace pour les Américains, c'est un Iran avec une bombe nucléaire. Les États-Unis sont quand même très, très loin de l'Iran. La grande menace pour les Israéliens, c'est le programme de missiles balistiques de l'Iran qui permet aux Iraniens de frapper en Israël. Pour l'instant, ce programme-là, il ne semble pas inclus dans l'accord qu'on est en train de négocier avec les Iraniens. Donc, pour les Israéliens, ce serait une défaite ou une perte stratégique. Et donc, les Israéliens vont tout faire en leur possible pour limiter cet accord-là ou pour le retarder. Mais Georges, ça a servi à quoi de faire tout ça si en bout de ligne, t'inclus pas le nucléaire iranien? C'est une grande question. Au départ, on pensait avoir une guerre rapide. Si le pari initial des Israéliens et des Américains... Une petite promenade, une petite excursion, comme il dit, ou un voyage sympathique au Moyen-Orient. Puis il faut dire que, ça on ne l'a pas assez dit, le pari initial n'était pas tout à fait débile. Je veux dire, la société iranienne s'était mobilisée massivement contre le régime était affaibli, vous aviez une détérioration des conditions économiques, des conditions qui mènent parfois à un changement de régime. Donc ça aurait peut-être pu fonctionner. Le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné. Et là, on est à 102 jours de guerre sans que ça débloque plus rapidement. Voilà. Aux États-Unis... Todd Blanche, procureur général des États-Unis. Todd Blanche, c'est l'ancien avocat de Donald Trump. Il a maintenant plein pouvoir. Quelle est la suite des choses et de quelle façon les sénateurs républicains vont interpréter tout ça?
dans un contexte aussi où c'est controversé comme nomination. Si j'étais eux, je verrais un grand bras d'honneur. Parce que la semaine dernière, Trump avait déjà laissé filtrer qu'il allait nommer formellement Todd Blanche, qui est aujourd'hui procureur général par intérim, pour être le vrai procureur général. Ouais. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est un homme qui est très, très, très associé à Donald Trump. Tu l'as dit, ça a été son avocat personnel. Il l'avait défendu lors de ses poursuites judiciaires entre les deux mandats. Et c'est surtout Todd Blanche qui est lié à ce fameux fonds d'indemnisation des victimes de persécutions judiciaires qui avait très, très mal passé auprès des sénateurs, aux républicains notamment, et surtout et aussi démocrates, au point de quasiment susciter une rébellion de leur part contre Donald Trump. Et Dieu sait qu'une chose a été rare depuis son retour à la Maison-Blanche, c'est que les sénateurs républicains fassent preuve de courage contre Donald Trump. Donc, qu'ils choisissent dans ce contexte-là, où il y a une fronde, où il y a des réticences face au pouvoir du président, de le nommer quand même, c'est quasiment c'est une provocation, c'est un test finalement pour les sénateurs républicains en leur disant, écoutez, est-ce que vous voulez vraiment aller contre moi ou au contraire, vous êtes prêts à faire comme vous avez fait depuis mon retour à la Maison-Blanche, c'est-à-dire me laisser le champ libre? Est-ce que c'est pas incestueux, ce genre de nomination-là? Souvent ici, on n'a pas le même système, bien sûr, politique qu'aux États-Unis. Il y a des garde-fous. Le plus possible, en tout cas. Il y a encore des nominations partisanes. Mais aux États-Unis, on a l'impression qu'on est dans un monde complètement différent. Oui, puis d'autant plus pour un poste comme le procureur général des États-Unis. C'est un poste très difficile quand même, parce que l'homme est un membre du cabinet du président, mais en même temps, il doit être le représentant, le chef indépendant de la branche judiciaire. Donc, pour n'importe qui, c'est une nomination difficile, c'est un poste difficile à tenir. Ce qui est fascinant avec la nouvelle administration Trump, c'est qu'il y a eu une constante, la loyauté est récompensée. Et le principal test de si vous êtes nommé ou non, ce n'est pas nécessairement votre compétence, c'est si vous êtes loyal au président. Todd Blanche a été absolument loyal à Trump. Et je rappelle un truc qu'on a moins rappelé, c'est que c'était lui qui avait interviewé Ghislaine Maxwell, qui était qui? La complice de Jeffrey Epstein, et qui avait obtenu de Maxwell qu'elle exonore finalement Donald Trump de toute mauvaise action dans ce dossier-là. Donc c'est un homme qui est tellement lié au président que ce que Trump, le message qu'il veut envoyer, c'est écoutez, le département de la justice, c'est mon département de la justice, je vais mettre à sa tête quelqu'un qui m'est farouchement loyal. Et la question, c'est est-ce que les sénateurs qui pourraient vouloir garder une petite quantité d'indépendance acceptent ça ou non? Le point maintenant sur l'annonce de la fin d'un programme d'avions de combat. C'est un programme commun entre la France et l'Allemagne. Ouais, c'est une nouvelle qui n'a pas beaucoup fait jaser. On l'a appris hier, mais je trouvais ça très, très significatif. Ce programme-là qui s'appelle SCAF, le Système de combat aérien du futur, c'est un nom très européen, c'était l'idée que les Français et les Allemands, avec les Espagnols, allaient s'allier pour remplacer le Rafale français, qui est un avion de chasse, et l'Eurofighter allemand. Ce qui est fascinant avec ça, c'est que le grand dilemme des pays de l'Union européenne, s'ils veulent recommencer à avoir un poids sur la scène mondiale, c'est d'être capable d'agir en commun. Et une bonne illustration de ça aurait été de construire ensemble un nouvel avion de combat, qu'ils ne soient pas capables de le faire, parce qu'il y a des désaccords entre Dassault et Airbus, les deux grands constructeurs qui devaient le faire, qu'ils ne soient pas capables de le faire, ça nous montre que l'Union européenne, au niveau de sa tentative de reprendre une place plus forte sur la scène mondiale est encore minée par des dissensions internes, ce qui l'empêche de jouer le rôle qu'elle pourrait jouer. Parce que ce qui est fascinant avec l'UE, c'est que ça demeure un regroupement des pays les plus riches et parfois les plus puissants de la planète qui, néanmoins, ne sont pas capables largement de faire respecter leurs ambitions. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup.